Bonjour à toutes et à tous. Heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui une communication dans le cadre du congrès UNCAS ou de la préparation du congrès UNCAS concernant notamment la question du non-recours. Pour illustrer ce questionnement concernant le non-recours, on a fait deux choix, la question de l'adolescence et puis la question de la pauvreté, et notamment pauvreté et usage des politiques publiques. Alors la question du non-recours, on le voit bien évidemment, et vous le connaissez vous en tant qu'acteur des CCAS, au travers notamment de la question du non-accès au droit tout simplement. Et c'est vrai que le développement du numérique, c'est un véritable enjeu sur le non-recours, puisqu'on est tous très inquiets sur ce qui peut se passer demain, et notamment sur le développement du non-recours par l'effet du développement du numérique. Dans le cadre de ce travail, nous avons plutôt fait le choix d'aborder peut-être moins cette question du non-recours, en tout cas pas la question du non-recours vue du côté accès au droit, mais beaucoup plus vue du côté du sous-usage, et notamment sous-usage en matière de politique publique. Alors regardons les ménages en situation de pauvreté sur votre commune. On le sait au travers de l'analyse des besoins sociaux, un certain nombre de ménages ont des caractéristiques beaucoup plus fortement représentées dans le cadre de la pauvreté. On peut penser notamment à la jeunesse, où le taux de pauvreté est souvent le plus important, et même quasiment toujours le plus important, par tranche d'âge. Et surtout, ce qu'on observe, c'est que ce sont les enfants qui sont les plus concernés par la pauvreté. Et parmi les ménages avec enfants, et de loin, ce sont les familles monoparentales. Les familles monoparentales sont les populations qui sont le plus à risque au regard de la pauvreté. Alors, la première analyse concerne plus particulièrement les adolescents. Alors, pourquoi s'intéresser aux adolescents? Tout simplement, si je fais le lien entre famille monoparentale et adolescence, eh bien, le petit graphique là me met en évidence que avant 3 ans, les enfants, alors là c'est une commune de plus de 50 000 habitants, mais vous auriez pu le trouver dans n'importe quelle autre commune en France, allez, France hexagonale, surtout un petit peu moins dans l'outre-mer, mais ce que vous aurez pu observer, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, la probabilité quand on est petit d'être dans une famille monoparentale est en moyenne 2 fois plus faible que quand on est un ado ou un jeune. En gros, quand je vis chez mes parents après 16 ans ou 15 ans, ma probabilité d'être en situation de monoparentalité est en général 2 fois plus forte que quand je suis un enfant de moins de 3 ans. Or, c'est un peu contre-intuitif puisque, et c'est notamment l'effet, je pense, de ce qui reste de l'API pour les enfants de moins de 3 ans, aujourd'hui c'est le RSA majoré, mais en gros, on a toujours cette image de la monoparentalité égale une maman avec une poussette. Or, en réalité, la monoparentalité, c'est une maman avec un ado dans le canapé et devant son ordinateur. Excusez-moi pour le cliché. Alors les adolescents. Eh bien oui, les adolescents, la particularité, c'est qu'ils sont souvent les invisibles de nos politiques publiques. Si nous regardons bien sur les pratiques sportives, ils sont de plus en plus en retrait, plus l'âge avance, moins ils sont présents. Les filles encore plus que les gars. Si nous regardons les pratiques culturelles, bien là aussi, on arrête la musique, on arrête le théâtre, voilà, on se réoriente sur autre chose. Et pourtant, et pourtant, les ados, ils ont un besoin d'accompagnement, un besoin de soutien qui est très très fort, mais ce qu'on observe, c'est qu'ils sont complètement oubliés. Alors je ne sais pas si c'est vraiment oublié, mais en tout cas qu'ils se font oublier de nos politiques publiques. Alors sur les besoins nombreux, là on vous a mis rapidement un petit nuage de mots, mais on voit bien la question de l'orientation scolaire. C'est là que se joue beaucoup de choses sur l'avenir de l'adulte, tout simplement, qui se construit. La question de la dépendance aux réseaux sociaux, la dépendance aux jeux vidéo, la question des premiers usages toxiques, ça peut arriver, l'alcool, la drogue, le tabac, les premières pratiques sexuelles, la petite délinquance, voilà, on s'essaye à un certain nombre de choses. Bien sûr, le décrochage scolaire, ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans cette période de l'adolescence. Donc, des ados très peu accompagnés, très peu présents dans nos politiques publiques, et en même temps des ados qui ont des besoins d'accompagnement, de soutien, et des parents derrière les ados qui ont des besoins d'accompagnement et de soutien. Et là, en fin de compte, on se rend compte qu'il n'y a pas un gros usage de nos politiques publiques pour cette tranche d'âge. Alors, un exemple de besoin qu'on peut mettre en évidence, par exemple dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux, ce qu'on observe, c'est qu'en fin de compte, l'orientation scolaire, elle est beaucoup plus fréquemment
quand on est dans un ménage en situation de pauvreté, elle est beaucoup plus fréquemment une orientation qui va être vers la voie professionnelle. Alors en soi, c'est pas un problème, hein. Je vous entends déjà dire ouais, qu'est-ce qu'il raconte là, mais non, non, c'est pas une question. La question n'est pas celle-ci. Ce n'est pas le fait de s'interroger sur l'orientation, voie générale, voie professionnelle, peu importe. La seule petite chose qu'on peut noter, c'est que quand, alors ça c'est une vision nationale, on va le retrouver partout en France, hein, quand on est enfant d'un ménage dit très favorisé, cadre, etc., eh bien la probabilité d'être orienté dans une voie professionnelle est à peu près de 7%, à 6,8, 19% quand on est dans une catégorie favorisée. Quand on est en catégorie moyenne, ouvrier, employé, ben c'est 25%. Puis quand on est d'un milieu défavorisé, très défavorisé, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, on va retrouver plutôt des personnes qui n'ont pas d'emploi, des parents qui sont éloignés de l'emploi. La probabilité d'être orienté quand on est enfant hein, d'une famille dans cette situation, la probabilité d'être orienté vers une voie professionnelle, elle est de plus d'un tiers, de 36%, quasiment 4 sur 10. Or, ce qu'on observe, c'est qu'en fin de compte, parmi les familles monoparentales, on a des taux de chômage ou de non-activité qui sont, enfin non-activité professionnelle, hein, bien évidemment, il peut y avoir de l'activité autre, hein, des taux de non-activité professionnelle ou des taux de chômage qui sont beaucoup, beaucoup plus forts que quand on est, par exemple, dans une situation de couple parental. La pauvreté, elle est d'ailleurs en partie liée à ça, bien évidemment. Mais on se retrouve avec des jeunes qui sont plutôt orientés, parmi ces familles, vers une voie professionnelle. Or, la voie professionnelle, qui est une voie parfaite, hein, qui est une voie d'excellence aussi, eh bien, en fin de compte, elle nécessite d'avoir régulièrement recours à des stages. Vous allez en avoir, bien sûr, le stage de troisième est vraiment fondamental hein, dans le cadre de la voie professionnelle, puisque c'est l'orientation, puis c'est le moment où on peut dire est-ce que c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire. Vous avez ensuite des stages en seconde pro, vous avez un stage relativement long hein, en première pro, vous pouvez avoir un stage en première année de BTS, un stage en deuxième année de BTS, ben oui, là vous vous retrouvez avec 5 stages en l'espace de 6 années. Or, comment on trouve nos stages? Comment nos enfants ils ont leur stage? La plupart du temps, ils ont un stage par l'intermédiaire du réseau parental. Or, quand les parents sont au chômage, le réseau est limité, et derrière, les mômes, les jeunes, ils ont des difficultés à avoir accès à un stage. Et là, on a vraiment un enjeu fort, hein, où on voit bien que nos adolescents de milieux défavorisés, qui ont d'énormes besoins, ben rien que si on prend cette question de l'orientation scolaire, eh bien, ils ont d'un seul coup une course d'obstacles, avec des obstacles beaucoup plus hauts que les enfants, par exemple, qui vont suivre une voie générale où le stage, à la rigueur, ils pourront l'avoir en quatrième année universitaire ou en quatrième année d'école d'ingénieur, ou voilà quoi, où la question, à la rigueur, sera posée de manière complètement différente. Alors pour les enfants hein, ou les adolescents de familles monoparentales, on observe aussi tout un tas d'autres enjeux. La question du surpeuplement, par exemple. Hein. Ce sont ces enfants qui vivent dans des ménages surpeuplés plus fréquemment. Ce qu'on observe, c'est qu'on a aussi dans les familles monoparentales des enfants qui restent de plus en plus tard voilà, dans la famille parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de logement autonome et donc ils restent à la maison. On a aussi le soutien à la fonction parentale hein, qui est un peu défaillant souvent pour les parents d'ados, qui est très important quand on regarde les 0-3 ans, et puis ben, quelque part qui devient moins fréquent pour les parents d'adolescents. Alors, l'analyse des besoins sociaux, ben, quelque part, elle interroge nos politiques publiques pour les ados, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait développer? Quelle offre de service la collectivité locale peut-elle apporter aux familles en situation de monoparentalité? Comment accompagner les parents isolés dans leur fonction parentale quand ils ont un adolescent à charge? Comment est-ce qu'on peut accompagner, par exemple, alors là, je parle de service public pour les stages, j'en sais rien, mais comment est-ce qu'on pourrait accompagner les jeunes, les soutenir pour qu'ils ne commencent pas ou qu'ils n'échouent pas tout de suite hein, sur une vie professionnelle qui semble ne pas vouloir d'eux. Et en fin de compte, à force de foncer dans des murs pour trouver un stage, eh bien, on a le décrochage scolaire. Quel accès à l'emploi aussi pour les parents en situation de monoparentalité? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir à un emploi adapté à des parents vivant seuls?
L'offre de loisirs aussi, comment est-ce qu'on arrive à trouver une bonne offre de loisirs, celle qui à un moment donné pourra permettre aux jeunes de quitter son canapé, excusez-moi hein, pour la caricature, mais de sortir de chez lui pour aller participer peut-être à une action collective, bien sûr encadrée hein, par la collectivité locale. La question des actions de prévention, on peut penser notamment sur la question de la santé, et puis aussi comment entre nous on se coordonne, quoi. Comment est-ce qu'on s'organise pour répondre à ces questions des adolescents. On a là un public qui a d'énormes besoins, un public fragile, celui du CCAS ou celui de l'action sociale en général, qui se retrouve en situation d'avoir des réalités sociales fortes et des besoins sociaux importants, mais pour lesquels il n'y a pas là de réponse. Et donc on a ce sous-usage de nos politiques publiques, tout simplement parce qu'elles sont soit pas assez développées, soit pas adaptées, soit même tout simplement inexistantes. Alors, deuxième exemple que je voulais prendre par rapport à cette question du sous-usage hein, ou de publics qui n'accèdent pas ou ne peuvent pas hein, prétendre à des politiques publiques, eh bien, c'est la question de la pauvreté. Alors, quand on prend la pauvreté, on a dans l'idée que eh bien, tout est fait pour les personnes en situation de pauvreté. C'est-à-dire qu'on a notamment mis en place tout un ensemble de systèmes, de réponses alternatives pour permettre aux personnes en situation de pauvreté d'accéder aux soins, d'accéder au logement et d'accéder aux services publics, la mobilité, etc. Notamment, on met en œuvre dans nos communes, et ça c'est quelque chose de vraiment indispensable, et puis de très très bien, hein, surtout là il ne s'agit pas d'une critique de cette démarche-là, mais on met en place des politiques de tarification qui sont liées au niveau de vie des ménages. Ainsi, ces politiques de tarification font qu'un service public, il est par exemple beaucoup plus facilement accessible économiquement, hein, ou en tout cas la tarification est beaucoup plus faible pour un ménage pauvre qu'elle ne le sera pour un ménage très aisé. Dès lors, il y a une espèce d'acceptation ou d'idée générale qui vise à dire que bien les ménages les plus pauvres, ils perçoivent beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'aides, parce qu'ils payent moins leurs services publics que les ménages plus aisés. D'ailleurs, ça donne ce sentiment que peuvent avoir les ménages de niveau de vie un peu plus fort, de payer pour les autres, de payer pour les plus pauvres, en disant on paye déjà plus d'impôts et en plus on payera plus cher nos services publics pour permettre aux plus pauvres de pouvoir y accéder. Alors c'est vrai que les élus ont tendance à répondre à ça en disant voilà, c'est de la justice sociale, c'est de l'équité, et de ce fait-là, eh bien, on est tout à fait en capacité de le justifier, hein, et puis on essaye de répondre à ces ménages qui disent que voilà, les classes moyennes, c'est les grandes oubliées, et puis tout est fait pour les populations les plus pauvres dans nos territoires. Alors, regardons d'un petit peu plus près ces évidences. Alors, dans le cadre de l'ABS, hein, on aura la distribution du revenu des ménages et on aura la distribution du revenu, alors bien sûr pour les communes de plus de 2500 habitants, hein, par décile, par quartile, et on pourra regarder aussi les sources de revenus, c'est-à-dire d'où viennent les revenus des ménages. Et donc, cette distribution, elle nous permet, elle vous permet, de pouvoir à un moment donné regarder par tranche de revenus des utilisateurs des services publics, eh bien, quelle part de la population de cette tranche-là on va toucher. En gros, elle peut nous permettre de dire est-ce que l'usage des services publics, c'est plutôt les plus pauvres qui la font, notamment parce qu'on a un système de tarification plus avantageux, ou est-ce que ce sont ceux qui sont situés au milieu, ou est-ce que ce sont les ménages les plus aisés. Et de cette manière-là, on peut mesurer qui utilise les services publics locaux. Alors la politique de tarification, hein, c'est vraiment une politique extrêmement importante. Dans les CCAS, on pourrait dire, hein, dans les débats, les échanges qu'on a avec la ville, dire que la première politique sociale d'une commune, c'est une politique de tarification, hein. Vous faites la somme des coûts évités ou des coûts non facturés aux ménages par l'intermédiaire de la tarification au quotient, par exemple, ou une tarification solidaire ou autre, eh bien, on verra que ce montant non facturé représente des sommes qui sont souvent très très largement supérieures à celles qui sont allouées, par exemple, au CCAS. Et là, on est bel et bien dans une démarche de politique sociale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, quelle que soit la politique de tarification, eh bien, en fin de compte, le coût
facturé au ménage est toujours inférieur, d'ailleurs c'est une obligation, hein, il ne peut pas être supérieur, mais est toujours inférieur au coût réel de la prestation. C'est-à-dire que le coût de la prestation est souvent beaucoup plus fort que ne l'est le montant facturé, même aux ménages les plus aisés. Ce qu'on observe, en fin de compte, eh bien, c'est que les ménages les plus pauvres, ils utilisent très peu nos politiques publiques. On peut le voir par exemple, allez, on peut prendre depuis le début, hein, la petite enfance. Ben oui, les ménages les plus pauvres ont beaucoup moins recours au mode de garde que les ménages les plus aisés. On s'arrêtera beaucoup plus fréquemment totalement de travailler quand on est plus pauvre. Quand on est un peu plus aisé, eh bien on prendra un temps partiel, ou alors on continuera à travailler, ou chacun des deux membres du couple prendra un temps partiel. Mais si je suis seul avec un enfant, eh bien très fréquemment, et notamment si j'ai un job qui n'est pas trop bien rémunéré, eh bien très rapidement je vais m'arrêter de travailler et je vais m'occuper à temps plein de mon enfant. Quand on va prendre par exemple le périscolaire, le matin et le soir, ou la restauration scolaire, ce qu'on observe, c'est qu'en fin de compte, les enfants les plus pauvres utiliseront beaucoup moins ce type de prestation que les enfants des ménages plus aisés, tout simplement parce qu'il y a moins fréquemment de l'emploi, il y a plus fréquemment de l'emploi à temps partiel. Et puis, bien, si je suis à la maison toute la journée, c'est vrai que d'aller chercher mon enfant le midi, eh bien, c'est à un moment donné une rupture dans ma vie, c'est un peu moins de solitude. Et donc, eh bien, on va à la sortie de l'école à 11h30 ou 11h45 chercher son enfant et on le ramènera à 13h30. Et donc l'enfant ne restera pas à la restauration scolaire. Ce genre d'analyse, on peut l'élargir hein, sans aucun problème, par exemple sur les pratiques culturelles, même sur les pratiques sportives. Hein, les analyses qu'on a pu faire le mettent d'ailleurs c'est généralisé, hein, les enfants des milieux les plus défavorisés ont une pratique sportive avec licence dans un club qui est beaucoup plus faible que les enfants de milieux un peu plus favorisés. Dès lors, à partir du moment où le coût facturé au ménage, même le ménage qui va être au sommet des quotients, où le coût facturé ne sera pas le coût réel, eh bien, on va se retrouver avec un différentiel qui sera apporté par la collectivité locale. Prenons par exemple le repas, la restauration scolaire. Quand on travaille avec les responsables des services de restauration scolaire sur le coût pour la collectivité locale d'un repas du midi, on arrive en général entre 10 et 12 euros, y compris hein, les activités de la pause méridienne. Donc, c'est-à-dire, c'est pas seulement le coût de l'alimentation, c'est pas seulement la fabrication du repas, c'est pas seulement la livraison du repas, c'est pas seulement les personnes qui font le service, c'est aussi les animateurs qui sont autour et qui, entre deux services, eh bien, en fin de compte, vont s'occuper des enfants, leur faire des activités, etc. Entre 10 et 12 euros, ce n'est jamais facturé à ce montant-là. Aucune famille ne va payer ce montant. Dès lors, admettons qu'on soit sur un coût maximal de 5,50 € pour un coût pour la collectivité de 11 euros, eh bien, chaque jour, la ville va apporter 5,50 € pour l'alimentation d'un enfant qui, parce que les deux parents travaillent, on a une famille qui a un bon niveau de vie, on a donc une tarification maximale, mais on a un enfant qui tous les jours va à la restauration scolaire. Et à la fin de la semaine, on se retrouve avec 27,50 € apportés par la collectivité. À l'opposé, si les parents, alors pour de multiples raisons, et en milieu populaire et dans les ménages qui sont les plus fragiles, les raisons, elles peuvent être très diverses. Hein. On peut avoir, comme je le disais tout à l'heure, la rupture dans la journée. On peut avoir aussi le besoin devant l'école de rencontrer d'autres parents et d'échanger. Ça peut être aussi un temps d'échange avec le monde enseignant qui vient à la porte de l'école le midi, par exemple. Et puis, des fois, pour des raisons culturelles, on a un petit peu peur de ce qu'il y a à la restauration scolaire et du type de viande qui peut être délivré ou du type d'alimentation, eh bien, en fin de compte, on ne met pas son enfant à la restauration scolaire. Et dès lors, ce qu'on observe, c'est que si, par exemple, l'enfant il y va une fois par semaine et il bénéficie d'une tarification à 1 euro, par exemple, eh bien, la ville, elle va mettre 10 euros. Mais elle ne la mettra qu'une seule fois. Donc, pour l'enfant d'un ménage défavorisé, comme il y va beaucoup plus souvent, eh bien, la ville mettra 27,50 € à la fin de la semaine.
pour un enfant de milieu défavorisé, eh bien, en fin de compte, la ville ne mettra que 10 euros. Ce qui fait que la ville, elle aidera beaucoup plus l'alimentation des enfants de ménages aisés qu'elle n'aidera l'alimentation des enfants de ménages en situation de pauvreté. Alors bon, pourquoi ce sous-usage, hein, moi je pense qu'il y a cette question de la médiation, quoi. Comment est-ce qu'on amène des parents à utiliser les services publics locaux? Parce que bien là je vous faisais l'illustration avec la restauration scolaire, mais ça peut être pareil sur, par exemple, des camps l'été, ça peut être pareil sur les pratiques culturelles, voilà, sur bien d'autres enjeux. Eh bien, le besoin de médiation est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'on a des ménages qui sont dans des situations de fragilité économique telles que, euh, eh bien, on ne s'autorise pas, on ne va pas. Ça paraît comme du luxe, comme un confort. Et de ce fait-là, l'inscription d'un enfant, je sais pas quoi, moi, à des cours de musique ou à un conservatoire, ben vraiment, c'est pas ça, quoi. C'est pas l'enjeu, et on n'ira pas dessus. Si je prends les questions, par exemple, de mode de garde, comme je le prenais tout à l'heure, ben, vous l'avez bien compris, c'est lié à l'activité professionnelle. Travaillant beaucoup moins, restant à la maison, ben, je ne vais pas mettre mon enfant dans un mode de garde continu, ponctuellement, de temps en temps, mais certainement pas de manière continue. Donc, de ce fait-là, euh, ces enfants et ces familles échappent à un certain nombre de services publics, sachant que, par exemple, allez, si je reprends ma pause méridienne, si je reprends l'animation scolaire du midi, ben, on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses hein, dans l'animation scolaire du midi. Alors, il y a bien sûr l'alimentation qui peut être saine, c'est aussi des moments où il y a un apprentissage qui se fait entre enfants, c'est aussi des contacts entre enfants, hein, une forme d'amitié, des choses qui se lient, dans lesquelles sont exclus les enfants des ménages les plus défavorisés qui ne sont pas présents entre midi et deux à la restauration scolaire. Ça peut être au travers d'activités culturelles, je parlais de conservatoires, d'écoles de musique, de cours de théâtre, de cours d'art plastique, eh bien tout simplement un épanouissement, hein, une réalisation personnelle, une valorisation de soi. C'est tous ces éléments-là eh bien, qui, en fin de compte, peuvent échapper aux enfants des ménages défavorisés. Alors voilà, ces deux illustrations, elles permettent de mettre en évidence hein, les effets d'une ABS au-delà du seul CSAS. Et c'était un peu l'enjeu de dire, mais notre analyse des besoins sociaux, quand elle avance dans un regard sur la situation des familles, l'usage des politiques publiques, eh bien elle se met à interpeller les autres services de la ville. Et d'un seul coup, le CCAS devient un acteur alors de l'évaluation, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de l'analyse des politiques publiques, de l'analyse de l'usage social de nos politiques publiques locales. Et donc, c'est à la fois pour des élus une prise de conscience d'un certain nombre de réalités, mais pas que les élus du CCS, c'est aussi les élus en dehors du CCS. C'est l'adjoint à l'éducation, ça peut être, je ne sais pas moi, l'adjoint à la culture, ou l'élu en charge de la petite enfance. Donc c'est l'occasion pour ces élus de prendre conscience que leurs politiques publiques ont aussi une fonction sociale et qu'elles doivent avoir une fonction aussi d'intégration des publics les plus défavorisés en leur sein. Et puis, c'est bien évidemment hein, cette meilleure prise en considération des enfants fragiles dans la commune. Alors d'où je vous parle, eh bien tout simplement donc du COMPAS. Hein. Donc le COMPAS, c'est le Centre d'observation et de mesure des politiques d'action sociale. On est un bureau d'études. On s'est spécialisé depuis notre création, alors sous forme associative dans les années 80. Donc vous voyez, ça fait très longtemps. On s'est spécialisé sur l'observation sociale des territoires. Et de ce fait-là, depuis maintenant 20 ans, on travaille beaucoup dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux. Hein. On est 27 personnes qui ont des compétences assez diverses hein, en sociologie, en économie, en statistique, en informatique, en géographie. Alors, si vous allez sur le site du Compas, hein, n'hésitez pas, vous avez trois types d'outils là, qui sont à votre disposition que vous pouvez consulter comme vous le souhaitez. Tout d'abord, le centre d'observation de la société, hein, qui est un outil qui
qui vraiment a un public très important. Chaque semaine, nous publions des articles. Et donc ces articles, vous pouvez y accéder librement. Il y a aucune contrainte, même pas besoin de laisser un mail. Après, si vous voulez la newsletter, n'hésitez pas. Hein, mais en tout cas, voilà, vous avez ce centre d'observation de la société qui reprend en fin de compte les différentes thématiques d'une analyse des besoins sociaux. Et donc, vous trouverez comme ça fait maintenant 12 ans que chaque semaine, ou même plus que ça, 14 ans, que chaque semaine, nous produisons entre 2 et 3 articles sur les sujets qui peuvent vous concerner. Il y a aussi des publications que l'on fait, alors de manière très épisodique, mais bon, quand on peut, on partage nos réflexions et nos analyses, comme je viens de le faire. Et puis enfin, vous avez le comparateur de territoire, qui est un petit outil qui vous permet de positionner votre commune par rapport à votre département, par rapport au niveau national. Eh bien, merci vraiment pour votre écoute. Hein. Ça a peut-être été un petit peu long, mais en tout cas, cette question du sous-usage des politiques publiques nous semblait vraiment importante à partager avec vous. Bon congrès et bonne continuation à chacun.